Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Je suis ravi de passer une petite heure d'émission avec vous. Et cette émission, elle est un peu spéciale puisque ça va être une émission sans Teddy, il est malade, et surtout dédiée à la conférence des développeurs d'Apple qui a eu lieu du 2 au 6 juin à San Francisco. Et pour parler de cette conférence, j'ai avec moi un développeur iOS et Android émérite, en la parole de Jean-Philippe Deschamps. Salut Jean-Philippe. Salut. Ça va? Est-ce que j'ai écorché ton nom? On dit Deschamps ou Descamps? On dit Descamps. Deschamps, c'est pour Paris, et moi, comme je suis du Nord, c'est Descamps. C'est Descamps, bah voilà, tu vois, je fais bien de te poser la question. Ok, bah donc je ferai. Bon, de toute façon, je t'appellerai Jean-Philippe, si ce sera plus convivial. Alors, du coup, je te laisse un petit peu te présenter auprès de des auditeurs. Dis-nous un petit peu qui tu es. Oh, ça, c'est compliqué. Je suis Jean-Philippe Descamps, j'ai 27 ans, ça fait depuis iOS 2.0 que je développe sur iOS et Android 1.5 que je développe sur Android. D'accord. Ça fait un moment déjà que j'essaie de me mettre à jour quasi tous les ans pour lors de la WWDC. Et c'est ce que j'ai fait aussi cette année en fait. Pour la session 2014 avec son flot de nouveautés. Et donc voilà. Ok, ça marche. Bah super. Bah, écoute, ravi de t'avoir avec moi dans la Debug Room pour une petite heure. Et donc, je te propose qu'on enchaîne tout de suite sur les nouveautés qui ont été annoncées pour les développeurs. Et on commence, si tu veux bien, par le framework HomeKit qui va révolutionner la domotique. Bon, ça c'est pour les utilisateurs, mais pour les développeurs, en vrai, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce framework? C'est vrai, ils n'ont pas forcément révolutionné la domotique, mais ce qu'ils ont fait, comme Apple fait tout le temps, c'est qu'ils ont permis de communiquer plus facilement entre les objets connectés de la maison avec un protocole qu'ils ont implémenté eux-mêmes, donc c'est le Apple Home Automation Protocol. Il faut savoir aussi, c'est qu'on peut communiquer aussi avec les iOS devices qui sont dans la maison. D'accord. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur ça, à part quelques bribes de doc, mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est que Apple va sortir leurs petits outils, leurs petits iBeacon, comme ils les appellent, pour la maison, et les constructeurs vont en créer via ce nouveau protocole. D'accord. Donc c'est un nouveau protocole, donc c'est des nouvelles API du framework d'iOS complète. C'est ça. Après, le protocole, on ne le connaît pas forcément. Enfin, là, sur la doc du développeur, on n'a pas vraiment d'informations, savoir comment l'implémenter pour l'instant. Ah d'accord. Avec les informations la joie, tu peux implémenter des homes. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a la partie iOS, là, on a cette partie-là qui permet de vraiment faire la connexion avec le protocole, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment implémenter le protocole dans une solution domotique pour faire communiquer les deux. Ah ouais, tu veux dire de l'autre côté, en fait, les objets connectés, eux, on sait comment iOS va pouvoir déclarer des objets et interagir avec eux, mais les objets connectés, eux, on n'a pas encore les docs des autres objets. Ah oui, ça c'est vrai. J'imagine que du coup, ça va être les constructeurs qui... Non, voilà, en gros, c'est un peu comme avant les câbles Lightning ou des choses comme ça. Il faut être certifié entre guillemets Apple pour pouvoir faire les câbles. Là, ce sera pareil en fait. Ils vont nous donner comment faire le protocole, enfin comment implémenter le protocole, et les entreprises suivront derrière en fait. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Et aujourd'hui, on sait s'il y a déjà des outils. Il y a déjà toi, tu as déjà vu des applications qui implémentent le HomeKit Framework ou non? Non, c'est encore super neuf, trop nouveau pour savoir la doc. Franchement, aujourd'hui, on verra après même dans les prochains points, la doc elle n'est pas encore complète quoi. Ils sont vraiment en train de faire les seuls qui ont la doc entre guillemets complète, c'est Apple et les personnes qui sont à la WWDC qui peuvent vraiment poser toutes les questions qu'ils peuvent et enfin qu'ils veulent quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Du coup, poser des questions, voir un peu comment ça se fait, parce qu'aujourd'hui, la doc, elle est quand même un petit peu
légère. Ouais, t'as juste des action remove name, ouais, t'as pas de... Bah, ce qu'il faut savoir aussi, enfin, Tu peux juste déclarer en fait, juste déclarer l'environnement dans lequel tu es avec ta maison, tes pièces, tes accessoires, éventuellement les services, mais après derrière, tu peux pas faire, t'as pas l'air de pouvoir faire grand chose d'autre. aujourd'hui, pour tester, ce qu'on peut faire, c'est la connexion entre plusieurs iOS. Ah oui, d'accord. Un peu comme on faisait pour le iBeacon, là, enfin, tu sais, la technologie Bluetooth que Apple a mis en place. On a fait ça pour. On a un téléphone client et un téléphone qui est le serveur, on va dire. D'accord, d'accord. Ah oui, du coup, par exemple, quand on fait ça, ça permet de transmettre, enfin, ça fait juste de la communication pair à pair. En gros, tu envoies un message que l'applicatif va décrypter et qui va C'est ça. c'est vraiment un protocole de communication qu'ils ont emballé dans un espèce qu'ils ont emballé dans des classes et des objets qui ressemblent à des maisons et des pièces et tout. Mais en gros, c'est vraiment juste ça. Oui, mais en fait, en gros, HomeKit, c'est la matérialisation de tout ce que les personnes qui font comment ça s'appelle, la domotique ont l'habitude d'avoir, en fait. Parce que quand tu fais la domotique, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as tes objets, tu les places dans des pièces ou, enfin, dans ta maison, et c'est à partir de là que enfin, tu récupères ces objets avec leur adresse MAC. Ouais. En fait, tu renvoies dans le protocole, c'est à peu près ça, c'est une adresse MAC. Et toi, tu te dis, bah, cette adresse MAC correspond à mon objet qui est dans telle pièce. Donc là, Apple, ce qu'ils font, c'est directement te donner les différentes méthodes qui te permettent de matérialiser ta maison, entre guillemets, avec... D'accord, et de décrire l'environnement mais sinon après c'est vraiment de la communication pas quasiment peer-to-peer. Et on sait si ça fonctionne, ça passe par le Wi-Fi, il faut que les éléments soient connectés en Wi-Fi ou ça on sait pas, on n'a peut-être pas les détails justement, c'est ça le truc. J'ai pas encore tout parcouru dans cette doc-là. Je pense qu'ils vont utiliser le Bluetooth Low Energy, enfin le LE là, qui permet la connexion entre, enfin, ce qu'ils appellent le iBeacon, mais enfin, si on reprend le iBeacon, en fait, c'est juste une connexion Bluetooth sans appairage avec, tu sais, les codes comme on avait avant quand on était. Oui, oui, Donc c'est juste ça. Après, Apple a aussi ce qu'ils appellent le Wi-Fi direct. Enfin, Apple, mais bon, voilà. Il y a le Wi-Fi direct et là aussi, il n'y a pas d'authentification sur le Wi-Fi. C'est des réseaux ouverts, on va dire, mais quand même sécurisés derrière. d'accord. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, c'est encore on sent que c'est un peu frais, hein, tout ça quand C'est même, hein. ça. Bah, c'est ça qu'il faut faire gaffe aussi, c'est que ça a été annoncé donc, la semaine dernière. La doc ça commence à se remplir, mais il faut vraiment, enfin, pour avoir vraiment d'informations, il faut participer aux sessions justement de la WWDC pour comprendre ce Ah qui se oui, passe. ça marche. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, pour justement, qui sont des sessions pratiques, hein, où t'as C'est une ça. grande présentation et après tu fais un exemple pour effectivement prendre en main le truc pour le vrai. D'accord, ok, bon, bah il nous reste plus que l'année prochaine à t'envoyer là-bas. C'est ça. Bon, après, les places sont super chères et enfin, peu nombreuses, euh, dans le sens où cette année, je sais plus en combien de temps, enfin, les billets ont été vendus, mais faut être fort sur le clic, faut avoir la fibre, quoi, parce que sinon, Ouais, faut vraiment avoir de la ouais, fibre. c'est Ok, mais justement, écoute, pour être fort sur le clic et avoir un corps d'athlète, alors cette fois-ci, on n'a pas de doc sur le Health Kit, puisque c'est de ça dont je veux parler, t'as vu la transition magique. c'est ça, j'ai vu ça. Ouais, je m'améliore. Du coup, voilà, donc Health Kit, ça a été annoncé, l'application qui s'appelle Health, donc c'est l'application qu'on trouvera dans le téléphone pour justement lire ces données. Mhm. Alors, chers auditeurs, désolé, il n'y a pas de doc officiel, ou en tout cas on l'a pas trouvé, hein, Jean-Philippe. Il y en a pas encore de doc pour décrire un peu le framework. Bah, aujourd'hui, au jour où on enregistre, il n'y a pas la date. Aujourd'hui, non, ça viendra, c'est certain, mais aujourd'hui, il y a pas encore de doc. Alors du coup, qu'est-ce que promet de faire ce framework pour les développeurs? Qu'est-ce que ça va permettre de créer dans les applications? Alors, euh, FKit, il permet de tout faire. Tout faire par rapport à ta santé. C'est-à-dire que tu vas créer tes utilisateurs dans l'application FKit Ouais, avec bah, ton poids, ton groupe sanguin, j'ai vu aussi, parce que moi j'ai installé iOS 8 forcément sur mes iPads et sur mes iPhones. Et
J'ai vu donc le groupe sanguin, j'ai vu ma taille, mon poids, mon âge, enfin, toutes ces informations-là. Et ensuite, donc il y a des petits widgets qui s'ajoutent, euh, dont certains c'est la qualité du sommeil. Il y a si tu fais, par exemple, je sais pas, avec ton bracelet Nike, tu vois ce qu'ils appellent le fuel là, que tu as brûlé, Les ça, calories, enfin l'énergie que tu as dépensée en te c'est déplaçant. ça. Et aujourd'hui, HealthKit, c'est vraiment rapatrier les données des applications tierces sur l'application Health qui fera juste une gestion de ces Un données-là. agrégat en fait de toutes les données pour les présenter dans C'est son ça. tableau de bord à elle. D'accord, donc pour les développeurs, du coup, ce qui pourra s'intégrer dans Health, ça ressemble un peu à Passbook. Je dis une connerie en disant ça, c'est-à-dire le côté je mets à disposition des données qui sont propres à mon application pour l'intégrer dans une application qui va un peu centraliser. Euh, moi, ça m'évoque ça en termes d'utilité, en tout cas, d'application, c'est-à-dire voilà, toutes mes données j'ai plein d'applications un peu expertes dans chacun des domaines. Alors un pour traquer ma course, un pour traquer mon poids et un autre pour traquer mon sommeil. Et puis j'agrège tout ça et puis dans une seule et même application qui serait gérée par Apple. Est-ce que et Passbook me faisait penser à la même chose? Est-ce que le parallèle est bon ou c'est pas du tout ça en termes de développement? Ah, Jean-Philippe, toujours là. Oui, je suis là. Du coup, oui, est-ce que le parallèle est bon avec Passbook? Euh, Ah, Kit, en fait, c'est le même genre. Game Center, c'est vraiment pour les jeux vidéo, donc à toute la partie, enfin, achievements, des choses comme ça. Et Passbook, bon. En gros, c'est quand tu as une application pour courir, quand tu as une application qui traque ton poids, quand tu as une application qui fait plein de trucs, enfin, qui traque ton sommeil, c'est jamais la même application. Donc là, Apple s'est dit, enfin, s'est dit, a créé le kit pour justement rapatrier toutes ces données-là et faire en sorte que tu suives ta santé, entre guillemets, hein, à partir de là. d'accord, ok. Ça ouvre la possibilité aussi, parce que si tu as ton médecin qui est super connecté et qui a une application HealthKit, enfin qui a implémenté HealthKit, tu peux avoir tes rapports de médecin sur ton téléphone. D'accord, donc on peut créer des applications qui vont lire des données d'autres applications via la passerelle de HealthKit en fait. C'est aussi ça C'est l'idée. ça. Ah oui, Ouais, donc ça c'est intéressant. Ça pourrait créer d'autres applications de dashboard, de dashboarding, pardon pour l'anglicisme, mais de tableaux de bord un peu spécialisés pour les médecins, pour certaines professions, c'est ça. en récupérant d'autres. D'accord, oui. Oui, d'accord. Donc ça, il y a plus un côté effectivement Game Center plutôt que Passbook en fait. Voilà, il est un peu plus haut, mais on pourrait même imaginer que tes clichés de radio, par exemple, bah, tu les retrouves dans HealthKit au lieu de les avoir en papier. Oui, par exemple, je vois. Ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est un peu une espèce de cloud pour la santé finalement. C'est ça. Et ce qu'il faut faire aussi, enfin, faut réfléchir un peu plus loin, c'est avec le bracelet connecté qu'Apple est en train de créer, enfin, soi-disant, hein, les petites rumeurs arrivent, mais on s'imagine très bien que ce bracelet traquera donc le sommeil, traquera les calories brûlées, toutes ces choses-là en fait. Donc je pense aussi que c'est pour eux leur application. Ah oui, Moi, je sais pas oui. qui pourraient implémenter, mais eux implémenteront surtout leur application. D'accord, ok. Donc gardons ça sous le radar. C'est ça. Ok, bah écoute, merci. Du coup, je te propose qu'on continue de parler de choses qu'on connaissait déjà cette fois-ci, qui sont un peu moins nouvelles. Ça, on reparlera d'autres, de grosses nouveautés un peu plus tard. Restez jusqu'au bout. La fin est intéressante. On va donc regarder un petit peu ensemble Touch ID, qui a été ouvert aux applications tierces. Donc en gros, les développeurs vont pouvoir exploiter Touch ID pour faire de l'authentification. C'est ça. En fait, Touch ID, c'était un petit gadget qu'on utilisait depuis enfin, l'iPhone 5S. Ça ne servait pas à grand-chose à part enfin, déverrouiller ton téléphone ou taper ton code automatiquement sur l'App Store. Ouais, Là, aujourd'hui, ça peut prendre une nouvelle envergure dans le sens où maintenant les utilisateurs enfin, et les développeurs pourront les intégrer dans leur application. Et là, franchement, ça devient intéressant comme petit gadget puisque bah, au lieu de faire taper le code de la personne, voilà, on sait que si c'est utilisateur, on peut
authentifier ou garder la session grâce au doigt ou des choses comme ça. D'accord. Et on sait quel genre, parce que là je regarde un petit peu le code là et visiblement, bon, il y a 17 lignes de code à mettre pour implémenter l'authentification. Enfin, là c'est l'exemple qu'il donne, j'imagine qu'en vrai c'est un peu plus que ça, mais dans l'exemple, voilà, en se concentrant juste sur cette partie-là, il y en a peut-être pas d'avoir grand-chose. Et en gros, t'as pas des masses d'informations sur qui s'est authentifié en fait. Parce que tu sais juste. Si tu as les informations, parce que tu peux, avec le Touch ID, tu peux t'authentifier en disant je suis. Enfin, moi, par exemple, sur le téléphone, le 5S que j'ai ma femme, j'ai moi qui peux aussi m'authentifier parce qu'on a enregistré dans le téléphone, enfin, dans les réglages, mon doigt et celui de ma femme. D'accord. Et donc, du coup, dans Touch ID, je vais avoir également la possibilité de savoir si c'est toi ou ta femme qui se sont enregistrés, enfin, qui viennent de se connecter avec succès ou non d'ailleurs, mais au moins on est capable de le savoir. Et du coup, ça, on le sait parce que du coup, j'imagine qu'on a d'autres API qui nous permettent d'avoir justement la liste des gens avec genre un peu, parce que quand tu as créé ces personnes dans ton téléphone, tu as mis nom, prénom, et puis tu as associé à nom, prénom ton doigt, j'imagine. Ah, aujourd'hui, c'est pas encore vraiment comme ça. Tu peux mettre que des doigts dessus, mais enfin, la vraie raison de ce Touch ID, c'est faire ça justement, c'est te loguer en fonction de certaines personnes. Mais aujourd'hui, tu enregistres que des doigts, c'est-à-dire que moi, j'ai enregistré mon doigt, mais j'ai pas, enfin, je mets un nom pour l'empreinte pour dire que c'est la mienne, Ouais. mais aujourd'hui, c'est pas renvoyé réellement dans le code. C'est juste dire tout ce qui se passe après dans le téléphone, moi et ma femme pouvons s'identifier par rapport à ça. Donc c'est vraiment, en fait, c'est les personnes autorisées sur le téléphone en question, que ce soit toi ou ta femme, pour l'application, c'est la même chose. On n'est pas capable de faire la différence entre est-ce que c'est toi ou ta femme. C'est ce qui me semblait, hein, mais évidemment ça a probablement évolué. Mais aujourd'hui, on a juste un oui/non en mode c'est bon, l'authentification est bonne sur les personnes autorisées sur ce téléphone, quelle qu'elle soit. D'accord, ok. Oh, c'est un peu c'est simpliste quand même. Enfin, ça fait le boulot, mais c'est simpliste, non? C'est simpliste aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas implémenté dans l'iPhone le multi-compte. Le jour où ils implémentent le multi-compte, On aura probablement autre chose, des choses un peu plus riches. Mais là, c'est vrai que du coup, en termes, enfin, ouais, en termes d'API, c'est un kit qui est ultra simple, ça pour le coup, à prendre en main. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, quand tu me dis ça, je me dis bon, ok, ça fait pas grand chose, ça le fait bien, effectivement. C'est vrai qu'en termes d'usage, c'est intéressant, mais en termes de développement, ça a l'air, enfin, c'est vraiment simple, non? Enfin, je me trompe? c'est super simple à mettre en place. Enfin, après, enfin, c'est une authentification mot de passe en fait. Ouais, c'est login mot de passe. Oui, c'est bon. Les utilisateurs de cet iPhone sont bons. Continue ou alors non, c'est pas les bons, ça marche pas. Mais enfin, c'est vraiment d'accord. Donc, on ne sait pas qui c'est, et on peut pas encore faire un multi-compte. Si on a un truc en mode multi-compte à l'intérieur, tu vois, si on a une application qui est en mode multi-compte ou si tu as un login mot de passe sur lequel tu voudrais remplacer par autre chose, tu peux pas t'appuyer là-dessus du coup en fait. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, tu peux pas dire je remplace mon login mot de passe en m'appuyant sur l'authentification Apple. C'est pas encore le cas. Mais bon, quand tu vois la doc, c'est une ligne quoi. Ah ouais, non, c'est ultra simple. Ouais, là, je vois, il donne un exemple de code sur comment l'implémenter. T'as lu le contexte, tu mets une petite chaîne de caractères pour expliquer ce que tu veux, et puis après, en gros, tu lances la demande d'authentification. Et puis après, t'as trois cas, nous, on n'a pas réussi à authentifier, oui, on a réussi, ou trois, il y a eu une erreur, autre que oui ou non, et à toi de gérer le problème. Donc, c'est pas, on va. Faut savoir que Touch ID, ça fonctionne. Mais si tu as enregistré ton doigt comme ça et pas comme ça, D'ailleurs, en fonction de l'orientation du doigt, ça marche pas super bien non plus. Bon, enfin bon, c'est toujours intéressant, mais moi je trouve pas c'est d'accord, donc c'est bien, ça permet de toucher du doigt un petit peu la puissance et les limitations du framework. Mais ok, c'est cool. Bon bah écoute, alors passons à un truc un tout petit qu'on connaît bien aussi. Alors là pour le coup, il y a pas de grosse nouvelle, il y a pas de nouveauté ici quand même, mais il y a rien c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, c'est l'annonce d'iCloud Drive qui va permettre finalement
de créer un service à la Dropbox, à la Google Drive, mais à la sauce Apple. Ben, en fait, le service existait déjà. C'est-à-dire que moi, enfin, iCloud, ça existe enfin, voilà, depuis un temps maintenant. Le souci, c'est que, imaginons, j'enregistrais mes photos, mes vidéos, mes documents pages, parce que bon, on va dire page, c'est le Mac, hein, mes documents pages, les documents Numbers, ça, j'ai l'application dédiée pour récupérer. Par contre, sur mon Mac, on me propose toujours d'enregistrer mes documents sur iCloud. Donc, imaginons, j'ai un nouveau PDF qui vient d'arriver. Je dis, bah, au lieu de stocker sur mon ordinateur, je vais stocker sur iCloud, comme ça je pourrais le récupérer partout. Sauf que comment je fais arriver sur mon iPhone pour récupérer le document PDF que j'ai enregistré dans iCloud? Eh ben, c'est pas possible. Enfin, jusqu'à la déclaration du iCloud Drive, c'était pas possible. Parce que j'ai pas d'application de PDF qui implémente iCloud, c'est ça? Ce qui implémente l'endroit où j'enregistrais mon document, en fait. Ah, d'accord. Oui, je peux pas y avoir accès à part depuis mon Mac. J'avais pas une recherche en fait. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait avec le iCloud Drive, c'est que n'importe quelle application peut maintenant dire, bah, si tu veux une photo, une vidéo, n'importe quel document, bah, va rechercher dans l'application Drive. Et tu vois l'écran avec enfin, les dossiers, tout Les ça. dossiers, d'accord, qui sont en fait regroupés par application, mais dans lesquels on doit pouvoir, j'imagine, créer des dossiers. Hmm. Après, tu crées ton arborescence comme tu veux. Donc voilà, c'est vraiment c'est un système de fichiers dans le cloud. Voilà. D'accord. Et oui, donc du coup, en fait, ça pour les développeurs, en fait, c'est quasiment transparent. Dans la mesure où je dis une bêtise, dans la mesure où non, il y a la recherche à implémenter en plus. Bah, c'est pas que tu as une recherche à implémenter, c'est juste, en fait, habituellement, tu disais, va rechercher les photos dans ta pellicule, va rechercher tes photos ou tes vidéos dans la pellicule, ou moi, mon application peut ouvrir tel document, tel type de document. Donc, quand tu es dans tes mails et que tu dis PDF, bah, ton application peut recevoir ton PDF parce qu'elle a implémenté le truc. Mais, maintenant, ça rajoute une nouvelle chose, c'est-à-dire que tu es sur ton ordinateur, tu es en train d'enregistrer ton PDF, et ben, tu arrives sur ton application. Si tu es dans iCloud Drive, bah, ton PDF, tu vas le retrouver. Tu vas pouvoir naviguer dans tes dossiers de ton Pour les iCloud. développeurs, en fait, ça change. En fait, ils n'ont pas à faire évoluer leur application puisqu'ils utilisaient le widget natif d'ouverture de documents. C'est lui en fait qui a évolué pour permettre d'aller chercher dans iCloud Drive et des choses comme ça. Bah, après, ouais, enfin, il faut quand même, entre guillemets, implémenter le fait que tu vas appeler iCloud Drive. D'accord, c'est pas automatique. C'est pas inclus dans le fait d'ouvrir un fichier. Non, parce qu'en fait, si tu fais photo, tu peux aller dans ta pellicule directement ou prendre une photo. Et bien là, maintenant, en fait, tu auras aussi la possibilité de dire, voulez-vous aller dans iCloud Drive pour aller chercher une photo, par exemple. Ok, d'accord, bon, bah ça c'est bien ça. C'est pas mal. Est-ce que tu as souscrit toi à iCloud Drive du coup? Est-ce que... J'ai pas regardé forcément. J'ai plus regardé ce qu'on verra par la suite. Parce que iCloud c'est bien, mais enfin aujourd'hui, gestion de documents, je fais pas forcément tout le temps. Ce que je fais surtout, c'est base de données avec iCloud. Et là, il y a encore des difficultés quand Ouais, même. c'est pas C'est encore pas évident. Ouais. implémenté. D'accord. Ok, bon, bah voilà ce qu'il y avait à dire sur iCloud Drive. Bon, il y a pas, pour les développeurs, il n'y a pas de monstre de différence. Pour les utilisateurs, je pense que ça va changer des choses. À voir après comment, voilà à peu près ce qu'on peut vous en dire. Passons un petit peu au jeu, si tu veux, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces aussi autour de ça. Alors, on va parler de trois sujets qui sont Metal, SceneKit et SpriteKit. Alors, je te laisse commencer par Metal, qui, alors là, je vais dire certainement une énorme bêtise, mais bon, j'ai un peu préparé, mais je pense qu'il serait le nouveau moteur de rendu graphique pour iOS. Est-ce que je dis des bêtises? Tu dis pas trop de bêtises. Après, je suis pas l'expert en tout ce qui est OpenGL et tout ça, donc je vais pas forcément aller très très loin dans ce nouveau truc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Metal, c'est le moteur de rendu graphique qui est ultra puissant, qui permet de faire de la 3D et de la 2D dans le même moteur. Et ça utilise donc la puce ARM7, là, enfin la dernière puce d'Apple, qui dépote forcément. Et ce qui est bien aussi, c'est que si toi, tu n'as pas l'habitude de développer des applications de jeu, tu sais très bien que
c'est très compliqué. Faire un moteur de rendu graphique, il faut quand même s'accrocher pour le faire. Et ben là, en fait, Apple le propose. En gros, ils vous disent, voilà, Metal, c'est pour vous. SceneKit et SpriteKit, c'est pour vous. Maintenant, développer les applications que vous voulez avec. Ça va marcher du feu de Dieu. D'accord, du coup, en gros, enfin, là, je suis en train de regarder la doc, mais ça a l'air, c'est assez bas niveau quand même comme moteur de rendu, enfin, en termes de métal. C'est un truc que tu utilises directement parce que tu peux faire de la 3D avec, mais tu peux même pas des. Toi, ça parle, enfin, dans les classes, là, je vois, voilà, il y a un buffer, donc ça, j'imagine que c'est pour stocker des données à différents niveaux pour les récupérer un peu plus tard. Là, il y a des histoires d'encodage et de décodage et de mise en file d'attente, donc ça, je peux imaginer à quoi ça peut servir. Après, les devices, les drawables et tout, là, je commence à pas voir. L'idée, c'est quoi de ces choses-là? C'est de permettre de c'est un peu comme des zones dans lesquelles on peut dessiner programmatiquement ou c'est un peu différent? Bah, le moteur de rendu graphique, en gros, si on, si on fait un truc assez gros, c'est celui qui va calculer les FPS de ton application. Bon. Enfin, de ton jeu, pas ton application forcément. Et après, enfin, si on parle rapidement aussi de SceneKit et SpriteKit, SpriteKit, c'est la possibilité de gérer tes images. Les sprites, en fait, c'est une suite d'images qui forment un bonhomme qui marche, par exemple. Et bien, en fait, au lieu de créer toi-même cette roue, Apple propose SpriteKit qui te permet justement de créer ce qu'on appelle un sprite, donc en jeu, hein, un sprite, et après derrière de dire voilà, mon animation dure autant d'images et la taille du bonhomme, c'est autant. Et lui, il va te faire l'animation tout seul. D'accord, ok, ouais, ça permet de donner à Apple une succession d'images, de lui dire tu l'as fait tourner en boucle, il y a 10 images et les 10 images doivent être affichées en un dixième de seconde pour que ça aille un peu vite, ou une seconde au choix. Ça, c'est lui qui calcule. Tout ça, c'est lui qui calcule parce qu'après, Metal, en fait, comme ton rafraîchissement, c'est ça, comme ton rafraîchissement métal, enfin, on va dire, je sais pas, c'est 30 images par seconde. Et ben 30 images par seconde, SpriteKit, il va calculer par rapport à ça. En fait, il va changer quand tu vas dire mon bonhomme il est en train de sauter, c'est telle ligne dans mon écran, et ben SpriteKit va donner l'image qui va bien à Metal pour qu'il affiche. D'accord. Ouais, donc en fait, Metal, c'est un peu la couche base de ce que va permettre des couches évoluées. Enfin, SceneKit et SpriteKit s'appuient sur Metal pour afficher. C'est ça, hein, moi je le comprends comme ça. Et donc effectivement, là, on regarde la doc de SceneKit, qui permet voilà, de décrire des scènes en 3D. Effectivement, là, moi, je commence à mieux comprendre. Hein. Là, il y a des lumières, il y a des caméras, il y a des scènes, il y a des nœuds, il y a des formes géométriques, il y a des matériaux pour décrire, j'imagine, la dureté des choses, pour avoir des effets peut-être de physique. C'est ça. Bah, SceneKit sert à ça principalement. Enfin, c'est création, t'as vu ton jeu en fait. C'est ce qu'on appelle une scène, c'est ton level en gros. Ouais, voilà, ouais, voilà, j'ai une salle avec tel type avec une chaise, voilà comment elle est décrite, une table, un machin, un petit bonhomme et la caméra elle est à tel endroit, les lumières elles sont là et là et puis après SceneKit il prend tout ça et il envoie tout ça à Metal en lui disant vas-y affiche-moi la bonne page, affiche-moi ce que voit la caméra 4 que j'ai positionné à tel endroit, tel endroit. C'est ça, en gros, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, par exemple, tout ce qui était gestion de physique des objets ou des choses comme ça, normalement, c'était aux développeurs de le coder en OpenGL ou, enfin. Et là, aujourd'hui, il y a SceneKit et SpriteKit et Metal qui font en fait cette surcouche en fait sur tout ça en fait, sur l'OpenGL. Donc, moi qui connais pas OpenGL forcément, je me suis un petit peu amusé avec SpriteKit et SceneKit quand c'était sur iOS 7. Et enfin, j'ai réussi à faire un petit vaisseau qui tourne sur lui-même. Bon, après, c'est pas non plus énorme, hein, mais j'ai réussi à appliquer sur une scène un sprite qui tourne sur lui-même. D'accord, ok. Et donc, effectivement, ouais, ça te permet d'avoir accès à des fonctionnalités de 3D et tout, sans pour autant être un expert des fonctionnalités bas niveau de comment on gère la 3D, avec du double buffering, triple buffering. Ils se débrouillent. Alors évidemment, j'imagine que si on veut des performances extrêmes, on va plutôt utiliser Metal pour optimiser les choses comme on veut, et donc les couches basses.
si on a moins d'exigences en termes de performance, on peut se suffire, enfin, utiliser finalement SceneKit et SpriteKit, c'est des facilitateurs d'accès à Metal en fait, c'est des API plus simples, plus haut niveau pour y accéder. Enfin, ces trois éléments, enfin ces trois kits, on va dire Metal, Scene et SpriteKit, c'est la base pour créer un jeu vidéo en fait. D'accord. Et ça existait déjà? Alors Metal, non, c'est ce qui est nouveau, mais SpriteKit et SceneKit, c'est depuis iOS 7. D'accord, donc ça c'est des... Et ils ont pas particulièrement... il y a eu des évolutions sur... Évolution, moi que j'ai vu principalement, c'est SceneKit avec les objets 3D, que maintenant tu peux intégrer plus facilement. D'accord, Parce que moi de ce que j'avais vu sur iOS 7, SceneKit et SpriteKit, c'était vraiment pour faire tout ce qui était de 2D en fait. d'accord. Ah oui, donc avec D'accord. l'arrivée de Metal qui gère bien la 3D, ils ont rajouté dans SceneKit les C'est ça. fonctionnalités de gestion 3D. Donc typiquement, c'est l'objet, c'est la classe SCN Géométrie, c'est ça si je dis pas de bêtises, qui a Ça l'air doit être d'être ça, prévu ouais. pour déclarer des objets 3D, qui va permettre de faire, qui a été, qui a du coup être un peu évolué, faire évoluer pour pouvoir décrire, voilà, bah, on voit des box, des cylindres, des plans, des Mhm. pyramides, et après des sphères. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que avec Xcode 6, Qui est la la dernière version création, d'Xcode. ouais, voilà, la création de scènes, des sprite kits, enfin, et de sprites et de rendu se fait directement dans Xcode en fait. On n'a plus besoin d'applications tierces pour créer des sprites et dire voilà, je dessine mon bonhomme, il faut qu'il marche et que ça crée un sprite complet. Maintenant, Ah enfin, d'accord, dans Xcode le fait. Xcode, il y a tout ça déjà. C'est Ok, ça. ça marche, ok. Bon, bah ça c'est séduisant, c'est alléchant. Et ça a l'air d'être... Ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre pour tout le monde. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas fait des études dans le jeu vidéo ou des choses comme ça, s'ils ont un bon graphiste avec eux, ils peuvent s'amuser à créer des choses sympas, des bons petits jeux. Un Flappy Bird, par exemple, c'est très simple à faire en SpriteKit et en SceneKit. Ouais, d'accord, typiquement, ou alors on peut, du coup, des jeux de plateforme, des choses comme ça, qui peuvent être assez, enfin, ouais, genre, si on pousse un peu, un jeu de bagnole en 3D, c'est genre accessible en fait, ou c'est quand même du coup un peu plus compliqué parce qu'il faut modéliser le circuit? Ah, voilà, enfin, c'est cette partie-là qui est assez compliquée aujourd'hui pour un développeur. Enfin, par exemple, pour moi, c'est assez compliqué. C'est que j'ai pas cette notion de 3D, j'ai pas cette notion de dessin 2D avec des bonhommes qui bougent. Enfin voilà. Donc, créer quelque chose à partir de ça, enfin, à partir de rien, c'est difficile. Tu prends un graphiste qui va te monter un modèle de circuit et toi tu vas C'est après être ça. capable de l'intégrer, machin, mais effectivement, C'est ouais, ça. c'est pas le rôle d'un développeur c'est pas, on n'est pas game designer non plus, mais on a les C'est ça. outils pour exploiter de manière un peu plus performante ce que vont imaginer nos amis les game designers. Ok, très bien, bon, bah écoute, c'est pas mal. Écoute, moi je te propose qu'on quitte un petit peu le monde du jeu et qu'on revienne un petit peu au monde de l'entreprise et des applications un peu sérieuses et qu'on parle de Handoff qui est bah, qui est et moi je vais le dire comme ça pour les utilisateurs en tout cas c'est un espèce de mini iCloud de synchronisation entre les applis mais je suis sûr que c'est un peu plus fin que ça en fait ils ont créé une autre appli c'est qu'il doit y avoir des choses un peu différentes. C'est un peu plus fin que ça, effectivement. C'est en gros end of, donc la traduction française, c'est sans les. T'as raison, c'est complètement ça. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est aujourd'hui, si je commence, enfin, c'est comme ça qu'ils nous l'ont dit pendant la conférence, hein, si je commence à taper un SMS, ou enfin un message sur mon iPhone, je peux pas le récupérer sur mon Mac. Je suis obligé de le retaper, enfin, de reprendre un zéro sur mon Mac ou le message complet. Là, aujourd'hui, avec Endoff, en fait, je commence à taper sur mon iPhone, je peux continuer sur mon iPad et finir sur mon Mac. C'est vraiment le partage de la donnée de ton application via tes trois applications. Donc, quand je dis trois applications, c'est une version iOS, enfin une version iPhone, une version iPad et une version Mac. De là, tu peux continuer à écrire un document comme on fait par exemple sur le Google Drive. Tu peux commencer sur ton Mac, enfin ton PC, puis continuer sur ton téléphone Android, puis continuer sur le téléphone iPhone, enfin Apple, et tu n'as aucun souci. Tu as toujours ta version en cours. Tu voulais faire ça avant avec Apple, c'était impossible.
Donc, donc ils ont franchement, voilà, ils ont implémenté cette méthode-là qui en fait te permet juste de balancer un petit fichier. Donc quand on regarde la doc, hein, c'est pas forcément un fichier, mais via un protocole et un objet activity. Il dit voilà, voilà, j'ai commencé sur mon Mac un truc, il existe sur iCloud, et iCloud va me le définir après, enfin va me le rebalancer sur mon téléphone. Donc quand je ouvre l'application, j'aurai une notification qui dit, voilà, il y a quelque chose qui a été commencé quelque part, est-ce que vous voulez récupérer ou pas? Et le développeur va mettre en place cette récupération en fait. D'accord, donc d'accord, donc en gros pour le développeur, il faut qu'il implémente le fait d'envoyer en temps réel les informations. Donc en gros si on prend une petite application de messaging, de message type iMessage, chaque fois que je fais une touche ou que je modifie le contenu d'un message, à chaque fois que je tape sur mon clavier, il faut que j'appelle handoff pour dire attention, j'ai voilà le nouveau contenu de mon message. Donc l'API handoff va être extrêmement sollicitée, j'imagine. Du coup, et ça passe par le cloud, hein. C'est pas, ça passe par iCloud et, enfin, j'imagine que c'est synchronisé par Internet. Si t'es pas connecté, ça se passe pas, ça, hein. Normalement, non. Enfin, d'après la doc, pour Enfin, la l'instant, doc, ça passe par le cloud, un petit peu comme ce que proposait, attention, on va parler de Google, les grands méchants, mais un peu comme ce que propose un peu Chromecast. Quand on envoie un fichier via Chromecast, ça passe par Internet et ça revient par Internet. C'est le même genre d'idée, c'est ça, hein? c'est exactement ça. En gros, il comble un manque enfin, un manque. Comme ils veulent unifier macOS et iOS, c'est ça qui manquait vraiment dans les outils qu'on avait aujourd'hui, c'est pouvoir récupérer ce que tu pouvais faire, parce que tu commençais un document de la même application, hein, tu commençais un document page sur ton Mac et tu veux le récupérer sur ton iOS, il fallait que tu l'enregistres par iCloud pour pouvoir l'avoir. D'accord, ouais, je comprends. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé encore de l'enregistrer, tu peux encore dire j'ai pas encore enregistré mon document pour pouvoir le continuer. Ok, ça marche. Bon, bah, ça a l'air séduisant. Tiens, il y a un peu d'écho chez toi, je sais pas pourquoi. Non, on m'entend en fait, mais c'est pas grave. Ok, bah du coup, c'est pas mal, Ndof, effectivement, ça a l'air performant. Est-ce que, ah, attends, il y a un truc sur lequel tu nous as mis dans le Google Doc, là, sur lequel tu es extrêmement motivé, c'est les storyboards universels. Alors, vends-nous ça. Pourquoi c'est magique? C'est magique. En gros, en tant que développeur iOS, tout le monde le sait, si je veux faire une application sur mon iPhone et puis après une application sur un iPad, je vais devoir créer deux écrans différents parce que forcément, la résolution entre guillemets iOS est complètement différente. Enfin, la taille de l'écran iOS, enfin iPhone, est différente de celle de l'iPad. Donc, aujourd'hui, on a des outils dans Xcode quand je développe, c'est ce qu'on appelle auto layout. Et auto layout, ça permettait de dire cet élément-là est placé ici par rapport à l'autre avec telle margine et tout ça. C'était super puissant. Sauf que il fallait le faire une fois pour iPhone, une fois pour iPad. Quand tu faisais ton storyboard, c'était comme ça. Et bien là, aujourd'hui, Apple a dit c'est fini. Les écrans sont unifiés et on se retrouve avec un storyboard unifié pour iPad et iPhone. Donc en fait, on n'a plus de soucis de résolution. On dit juste mon élément doit être à telle taille, il doit garder telle proportion, il doit se placer en dessous de tel élément et tout ça. Et à partir de là, on crée nos écrans pour iPad et pour iPhone. Dans le storyboard, on peut demander à vérifier sur un iPhone, sur un iPad ou sur un autre écran qui a des dimensions différentes. Donc là, on imagine qu'Apple est en train de préparer un nouvel iPhone avec une résolution totalement différente et essaye en amont en fait de proposer aux développeurs de ne pas péter un câble pour dire merde, il y a encore une nouvelle résolution à prendre en charge et dire non, on vous a préparé déjà le truc, il y a pas de souci. C'est vraiment ça. Je te propose qu'on enchaîne sur le gros morceau, le gros sujet, un petit peu la grosse annonce d'Apple, parce que toutes ces évolutions, on s'y attendait ou pas, mais en tout cas on a l'habitude d'avoir ce genre d'évolution. Bonjour un nouveau framework, bonjour voilà des frameworks qui évoluent, très bien, tout va bien. Apple, ça c'est comme d'habitude, mais la grosse annonce,
Ça tient en 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Ça s'appelle Swift et c'est un nouveau langage de programmation pour iOS et macOS. C'est ça. Bon, Swift, ça existe depuis longtemps, hein. Enfin, Apple a mis entre guillemets un peu d'argent pour les développer, mais sinon, enfin pour les aider à se développer, mais sinon Swift c'est un langage qui est pas, demandé par Apple en amont. Mais voilà, c'est pas une demande d'Apple. Ce qu'ils ont juste vu, c'est une manière de développer qui est nouvelle. Bon, j'ai pas encore tout parcouru parce que c'est vraiment une nouvelle façon de développer. J'espère que je vais pas dire trop de bêtises parce que je suis vraiment dans le début de la doc, hein. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, c'est déjà comment Apple le vend, c'est on développe des applications 2 fois plus vite. 2 fois plus vite, il faut connaître le langage forcément, mais quand on génère un projet en Swift, enfin, au lieu de prendre Objective-C, hein, on se retrouve avec effectivement des noms de classes et des noms de méthodes qui sont super courtes et donc j'ai l'impression plus simple à comprendre par n'importe quel développeur. C'est un langage, d'après ce que j'ai vu, hein, de type faible. Donc, type faible, c'est parce qu'il y a pas forcément toute la On n'est pas obligé de déclarer si c'est un entier, un float, un truc qui se déroule un peu tout seul. Et bon, après, je vais peut-être faire trembler les auditeurs, hein, mais pour moi, c'est un peu le PHP du mobile iOS, quoi. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est ça, c'est une bonne nouvelle pour toi, c'est une mauvaise nouvelle pour moi parce que je vais avoir moins de boulot. Non, c'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est vrai que peu importe qui dans le développement pourrait prétendre de développer des applications. Après, attention, enfin, Switch c'est bien, mais il faut voir à peu près jusqu'où ça peut aller. D'accord. J'ai pas encore tout vu, c'est encore tout neuf. Sortir une application complexe comme on faisait en objet avec un langage comme ça, est-ce que ça va vraiment tenir la route? Bon, et puis j'ai testé, on peut écrire du Objective-C dans Swift et on peut écrire du Swift dans Objective-C. La compilation se fait parfaitement bien, les deux se comprennent, mais voilà, faut voir exactement jusqu'où on peut aller. C'est une bonne nouvelle, ça rend le développement iOS accessible, mais à voir s'il n'y a pas des limites qu'on n'a pas encore détectées. Mais jusqu'à présent, ce que tu vois, c'est que toi, c'est quand même assez flexible. Les deux langages cohabitent très bien. C'est ça, c'est super flexible, c'est super simple à comprendre. Enfin, les premières lignes que moi j'ai lues, je suis pas développeur PHP à la base, hein, mais j'ai réussi quand même à comprendre un petit peu ce qui se passait, et à dire voilà, effectivement pour faire une méthode, tu la déclares comme ça, t'appelles comme ça tes méthodes et tes variables. Bon, après faire une application entre guillemets en PHP version iOS, j'ai peur. Ok. Eh bien, merci Jean-Philippe pour tes retours éclairés et éclairants concernant les annonces de la WWDC 2014 d'Apple. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!